Bonjour, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous en ce jour encore. Rencontre échange nouveau numéro. Nous allons profiter de cette émission hebdomadaire sur l'état de santé pour rendre hommage à l'ancien Premier ministre Agbeome Kodjo, décédé en mars dernier en terre étrangère et qui a été inhumé ce week-end dans son village natal à Tokli. Et donc, hommage à cet homme qui a occupé plusieurs stabilités dans notre pays, homme politique. Question, Agbeome Kodjo était-il un grand homme politique? Eh bien, nous aurons le jugement d'un invité en studio, M. Jean Kissi. Il est membre d'un front citoyen appelé Touche par ma Constitution. M. Jean Kissi, vous avez accepté notre invitation. Vous avez été député, vous êtes conseiller municipal. Vous n'êtes pas forcément du parti d'Agbeome Kodjo, pourtant vous avez accepté mon invitation pour venir sur ce plateau lui rendre hommage. Pourquoi? Merci, M. Wilson. C'est le plaisir, tout le plaisir est pour moi de pouvoir venir ici entretenir les téléspectateurs sur la situation de notre pays et puis sur l'événement qui est en cours depuis le week-end dernier, notamment l'enterrement de notre très cher frère Agbeome Kodjo. Vous y avez été? J'ai été à la veillée à Saint-Jean, j'ai été à la messe d'enterrement et ensemble on s'est transporté à Tokli où le reste des événements a eu lieu avec son enterrement voilà, dans l'intimité familiale. Disons, mon parcours de jeune combattant, moi je dirais pas de politicien parce que j'ai l'habitude de dire que je suis pas politicien, je suis un combattant de la démocratie, ça c'est clair. Mon parcours de combattant a rencontré à plusieurs reprises la route de mon cher frère Agbeome Kodjo et je peux bien en parler. Depuis le début de la lutte, parce que c'est au moment de notre lutte en 90, lorsque nous pilotions le mouvement estudiantin sur le campus, qu'il était ministre de la jeunesse. Oui, donc on était obligé, parce que le mouvement sur le campus c'était des étudiants, donc on était des jeunes, donc notre premier interlocuteur au niveau du gouvernement c'était Agbeome Kodjo. Donc déjà en 91, on a commencé par se rencontrer. On a commencé par se rencontrer parce que ce que nous avions fait en 90 c'était symptomatique. On avait un mouvement estudiantin, on avait un mouvement social entretenu par le phare, et puis il y avait derrière même un mouvement culturel. C'est-à-dire qu'on a pris tous les pans de la société. Et au sein du mouvement culturel, on a créé un club qui s'appelle Mimi. C'est un club musical. C'est le club qui regroupait les jeunes musiciens de l'époque et qui animait les manifestations de l'opposition contre le pouvoir. Donc, étant ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, il était obligé de nous recevoir. Donc, à plusieurs reprises dans nos mouvements, pour ce qui concerne nos activités, lorsque le pouvoir a vu qu'on était un interlocuteur et qu'il devait discuter avec le phare, donc avec toutes les organisations qui étaient aussi affiliées au phare, alors nous, c'est avec lui que nous on a discuté. C'est vrai qu'au niveau du phare, les maîtres Agboibo, tout ça, les Kofigo discutaient avec une délégation dont M. Baribou Zabarké était à la tête. Mais au niveau maintenant de la jeunesse, c'est avec Agbeome que nous discutions. Et j'ai été déjà frappé à cette époque par une force de la personne. Dans le mouvement, dans nous qui dirigeons le mouvement musical, il y avait un jeune qui s'appelait Dematou. Et donc qui était en notre sein, etc. Et dans nos rencontres avec le président Agbeome, avec le ministre Agbeome à l'époque, il a été séduit par le personnage. En fait, voilà un personnage du pouvoir dictatorial contre qui nous agissons. Et nous allions en négociation avec eux. Que voilà que rapidement, lui, il était tombé amoureux du ministre Agbeome et il le fréquentait. Alors on s'est demandé, mais par quelle magie Edematou, qui est aujourd'hui en France, en Suisse, qui pilote le mouvement international de DMK, la CIDMK en Suisse, c'est lui. Il s'agit de ce Edematou là. Oh, il s'agit de lui. Alors, il était plus jeune que moi à l'époque, il est toujours plus jeune que moi. Et alors,
Dematou, avec sa force, avec sa conviction, on s'est demandé comment se fait-il que... la chimie, hein? Voilà, il est... Alors, j'ai compris plus tard que le personnage d'Agbeome avait une force de conviction, il avait quelque chose. Seulement, en ce moment, il se trouvait du côté que nous combattions. Voilà un peu comment on l'a connu. Et on a continué par le suivre. Après, j'ai cherché un peu à connaître le personnage. Et comme moi, j'étais, disons, le poulain de Maître Agboibo, et je posais beaucoup de questions sur lui. Et j'ai su leur parcours. En fait, que vous prenez M. Bonnet, Agboibo et M. Agbeome, c'était les jeunes brillants de la préfecture de Yoto qui montaient à l'époque. Oui. Et on nous racontait même souvent l'anecdote qu'au moment où Yadema cherchait un ministre dans le Yoto, que les autres ont proposé naturellement Agbeome. On demandait à Agbeome, c'était à l'époque, il n'y avait même pas encore le processus démocratique. Donc voilà, ces trois se connaissaient. Et j'ai continué à le suivre. J'ai compris à cette époque où nous le rencontrions, mais aussi après quand moi je suis parti en exil et que j'entendais parler de lui, surtout au port, oui, j'ai compris, voilà, j'ai compris la force du personnage. En fait, moi, sa première qualité, que moi je place au-dessus de tout, c'est que c'est un travailleur. C'est un grand bosseur. C'est-à-dire qu'il travaille, il travaille et il travaille. C'est pas où il trouve cette énergie-là. Il y a de rares personnes au Togo comme ça. Hein. C'est chez, bizarrement, c'est le Yoto. C'est chez Agboibo que vous trouvez encore ce genre de capacité de travail. Ou Agboibo âgé, vous allez chez lui à 4 heures, il est déjà au travail. Quand moi j'étais son assistant personnel à la primature, donc c'est moi qui devais l'aider avec sa secrétaire à écrire les discours, à 4h30 déjà, il te dit de venir. Donc, j'ai vu dans le cursus de M. Agbeome la même chose. Et son efficacité au travail. Parce que j'ai vu ce qu'il faisait au port. Je recevais les rapports. J'avais même un ami qui était au CAR, qui était au port, qui était l'un de ses directeurs adjoints à l'époque, M. Edo Kodjo, qui nous parlait souvent de lui. Au moment de Agbeome au port, il fonctionnait comme un leader éclairé. En fait, en ce moment-là, M. Agbeome est dans son véhicule de commandement. Quand on voit son véhicule rentrer dans le centre du port, tout le monde se met au garde, tout le monde court dans son bureau. C'est-à-dire que c'est une machine qui est arrivée, quoi. Et tout le monde, moi-même, j'ai vu ça une fois. J'étais allé chez M. Dokodjo, de mon retour de l'Europe, lorsqu'on faisait les accords de Ouaga, celui de 94. J'étais allé visiter M. Dokodjo. Et ce matin-là, M. Agbeome était arrivé. Les gens étaient comme dans tous les services de l'État. Les gens, tout bonhomment, ils sont là, ils font rien, ils sont là, ils causent. Mais dès que le véhicule d'Agbeome arrivait là, tout le monde courait dans tous les sens, dans son bureau, etc., avant que la personne arrive. Il inspirait une sorte de... Oui, de rigueur au travail. De rigueur et de sérieux dans le travail. Et on le voyait. Même l'exemple, c'est ça, non? Tout à fait. Oui. On le voyait dans ses résultats. Partout où il est passé, on le voyait dans ses résultats. Et à la présidence de l'Assemblée, et c'est une qualité. Et puis, la personne était téméraire. Il était très téméraire. Les gens disaient, il y a un prêtre qui disait de lui la dernière fois qu'il était têtu. Il était très téméraire. Et c'est la deuxième qualité que je lui voyais. Et la troisième qualité, c'est Philbert Atisso qui en parlait la dernière fois. Il a ce qu'on appelle la foi du combattant. C'est un phénomène, c'est une vertu. Ce n'est pas une valeur naturelle. C'est une valeur qui circule entre le physique et le spirituel. Il avait la foi du combattant. La foi du combattant, c'est la valeur qu'on retrouvait chez les Sud-Américains, les Che Guevara, les Castro. C'est-à-dire que c'est des gens qui, ils ont très peu de moyens, ils sont face à de grandes puissances, à de grandes forces, mais ils ont l'impression qu'avec leur conviction, avec leur foi en Dieu, qu'ils vont vaincre ces puissances-là. C'est des gens qui sont dans une situation d'un Goliath en face d'eux, et vous constatez qu'ils n'ont rien. Mais ils ont une foi qui leur dit que non, il n'y a que eux qui peuvent gagner ce dans quoi ils sont. Et ça, vous l'avez vu en 2020. La bataille que Agbeome a menée en 2020,
il n'y a pas un autre des opposants traditionnels qui l'a mené. Aucun n'est allé jusqu'à mettre un gouvernement en place. Oui, et ça, c'est rare. On a appris dans des pays, des gouvernements en exil, etc. Mais jamais ceux qui ont dit avoir gagné les élections dans ce pays face au régime en place, que ce soit Eyadema et Faure, aucun n'a osé aller aussi loin, se déclarer président, faire un discours, prendre fonction, nommer un premier ministre, nommer un gouvernement, aucun n'est allé aussi loin. Jusqu'à ce dernier soupir. Hein. Oui, c'est ça. Et il a continué à mener la bataille diplomatique, il a continué à le mener, il a continué à déverrouiller des choses en Europe jusqu'à son dernier souffle. Et vous sentiez qu'en réalité, s'il n'était pas décédé, il ne serait pas revenu avec zéro. Moi, j'ai de grandes oreilles. J'ai fait l'Europe, plusieurs pays, et j'ai aussi mes oreilles là-bas. Et je sais que ce dans quoi il était, que ça n'allait pas revenir avec un zéro. Mais voilà ce que la mort en a décidé autrement, Kyrie eleison. C'est ça. Voilà, merci. Et tout à l'heure, vous faisiez allusion à votre préfecture, enfin... leur préfecture, moi je suis de Vaud, ils sont de Yoto. Préfecture qui a produit pas mal de politiques, de politiciens dans notre pays. En fait, nous avions... Quelle coïncidence, c'est une coïncidence. C'est ça. Oui. Nous avions l'habitude de dire entre nous, même déjà dans les années 2000, nous avions l'habitude de dire entre nous que l'essor de la démocratie togolaise, c'est le Yoto. Et que c'est le Yoto qui allait régler le problème. C'est pas trop dit. On disait même que le jour, à cette époque, on disait que le jour où Ninevi et Agboibo vont s'entendre, que le problème togolais était réglé, le problème de l'opposition togolaise était réglé. Parce que même à la conférence nationale, Kofigo était l'élément second derrière Agboibo. Et il y avait un camp derrière Ninevi. Et ça a continué comme ça. Et les deux sont de Yoto. Et on ne cessait de nous répéter que le jour où le Yoto va se réunir, c'est que le pouvoir va tomber et que la démocratie va venir. Puis, à partir des années 2002, s'est ajoutée une troisième personne, qui était plutôt un affidé du pouvoir, mais qui a balancé Agboyome. Donc, c'était devenu un trio, Agboibo, Ninevi, Agboyome. Et tout le monde croyait comme faire que ces trois-là, le jour où ils vont dire qu'ils font la même chose, qu'ils donnent une directive, c'est tout le Togo qui va suivre. C'est ça. Mais ils n'ont pas pu aller à ce niveau jusqu'à ce que M. Ninevi se désintéresse un peu de la politique, qu'il laisse son poste et que Agboibo s'en est allé au moment où le lien devait se faire. Parce que vous devez avoir souvenance que quand M. Agboibo dit avoir gagné la présidentielle de 2020 et réclamait sa victoire, le premier responsable politique qui s'est prononcé finalement en sa faveur, c'était Maître Agboibo, en disant que le 22 février 2020 était une opportunité nationale. Ce qui a balancé l'opinion un peu dans la direction d'Agboibo et dans la diaspora et un peu au Togo. Ce qui a été dommage, c'est que les autres n'ont pas suivi. Et ça, je n'ai pas compris jusqu'à ce jour. Je le porte comme amertume dans le cœur jusqu'à ce jour parce que c'est vrai que nous avons combattu Agboibo. Parce qu'il était aux côtés du pouvoir. Mais il faut aussi reconnaître qu'il est parmi les leaders. Celui qui, au lendemain d'une élection, a eu le courage de dire que c'est l'un de ses amis de l'opposition, au moment où il nous a rejoint, qui a gagné. C'était en 2010. En 2010, il était candidat aux élections. Et au lendemain des élections, mais il a déclaré que c'est Fabre qui a gagné les élections. Voilà. C'était tout naturel parce que, en notre sein, au sein de l'opposition, quand nous discutions, tout le monde reconnaissait. Et tout le monde le disait que le RPT, jusqu'à unir, n'a jamais gagné une élection au Togo. Les gens disaient même qu'ils n'ont pas atteint, ils n'ont jamais dépassé les 10%. Et cela a été confirmé par François Bokor lorsqu'il est parti. Lui aussi a dit que le RPT n'a jamais eu au-delà de 10%. Donc tout le monde savait que le RPT ne gagnait pas les élections, encore moins unir. Donc à partir du moment où vous savez que c'est par la fraude que ces gens maintenaient le pouvoir et que sur les faits, ils n'ont jamais gagné les élections, dès que vous allez aux élections, il était normal que celui des votes qui est premier, qu'il fallait le soutenir pour que ça puisse balancer. C'est ce qui est passé en 2010. Voilà. C'est malheureux, les autres ne le font pas. C'est ce qui s'est passé
au Sénégal. Au Sénégal, si au lendemain des élections, tous les opposants n'ont pas dit que Sonko a gagné, Sonko a gagné, si les deux, tout le monde avait dit qu'il ne savait pas celui qui a gagné ou bien que Macky Sall a gagné, Macky Sall serait resté au pouvoir. C'est parce que tout le monde a commencé par dire, a commencé même par celui qui est le rival le plus coriace, le fils de Wade, Karim, qui a dit que c'est Sonko qui a gagné. À partir du moment où celui que vous voulez lui opposer, parce que c'est en voulant opposer Wade à Sonko qu'il y a eu dégénération de la situation au Sénégal. Donc c'est les deux qui s'opposaient. Mais à partir du moment où son rival le plus coriace dit que c'est lui qui a gagné, qui va dire le contraire? Au Togo, Agbéoumé a été aux élections en 2020. Tout le monde a reconnu au moins qu'il était en avance sur les autres. Mais aucun n'a eu le courage de dire, mais il a gagné. Et le régime est resté, de fait. Voilà. Si nous pourrons en tirer les leçons demain, mais si on ne peut pas en tirer les leçons et que c'est nous les politiciens togolais qui sont maudits, j'en sais rien. C'est ça. Alors, une parenthèse, il y avait quelques bruits entre Agbéoumé et votre mentor, Agboyibo. Hein? Oui, naturellement que, issu de la même préfecture, Agboyibo étant considéré comme le père de la démocratie ou l'initiateur du processus démocratique à visage ouvert, voyant son frère qui a continué au niveau du pouvoir et qui a pris de l'ascendance aussi au niveau du pouvoir pour s'opposer au mouvement qui était en cours, naturellement qu'il y a eu des bruits entre eux parce qu'ils partageaient le même territoire de prédilection. Même quand Agboyibo était en prison, on a fait porter l'accusation au nom de M. Agbéoumé. Mais après, quand il est parti en exil, il a continué par répéter qu'on l'a utilisé par Agboyibo, que lui, il ne s'est pas réveillé un matin et a dit qu'il allait porter plainte contre Agboyibo. Donc, voilà un peu. Donc, vous savez, Agboyibo est allé en prison pour ça. Le meilleur des avocats togolais est allé en prison. C'était un phénomène bizarre en cette époque-là. Et c'est ce que les gens ont aimé. C'est ce que les journalistes ont décrit lorsque les événements de 2020 se sont passés. Et que Maître Agboyibo s'est prononcé. Les gens ont dit, celui au nom de qui on t'a envoyé en prison, comment peux-tu le soutenir? Et c'est ça la qualité. C'est ça la vertu de l'homme. C'est ça le dépassement. Parce qu'il le faisait au nom du peuple qui devait être sauvé. C'est ça. Et non pour sa personne. Et vous avez joué un rôle crucial dans la réconciliation des deux. Naturellement. Même, j'ai dit, nos routes se sont croisées pendant longtemps. Vous savez, il y a eu un phénomène où c'est vrai qu'il fut... au début, Agbéoumé était du côté du pouvoir. Mais il y a des événements, quand tu es au creux des événements, tu les lis, tu te demandes, est-ce que c'est ceux qui étaient au niveau du pouvoir, tous étaient mauvais que ceux qui étaient de l'opposition? Lorsque nous avons fini les élections locales, j'ai sondé, j'ai passé, je suis parti voir Maître Agboyibo. Et j'ai dit, j'ai eu des informations que UNIR veut rafler 90% des mairies et qu'il faut faire quelque chose. On a vu nos voix et j'ai dit, mais tous ceux qui sont de l'opposition, il faut mettre leurs voix ensemble pour arracher ce qu'on peut encore arracher. Et tout le reste, étant naturellement de l'opposition traditionnelle, les gens doutaient un peu. Est-ce que Obu allait accepter faire? Donc, j'ai dit à Maître Agboyibo que je m'en vais voir Agbéoumé. Et Maître Agboyibo m'a donné le OK. Un matin, je suis levé, je suis allé voir le président Agbéoumé. Il m'a reçu dans son bureau. Et je lui ai dit, j'ai des informations. Il me répète en même temps qu'il a les mêmes informations. Que UNIR veut rafler plus de 90% des mairies. Donc, il m'a donné, sans que j'ai juste parlé, il m'a donné l'information que j'ai eue aussi. Et il m'a dit non, ils ne l'auront pas. On va s'opposer à ça. Alors, j'ai dit non, il faut une union sacrée de l'opposition au sein de ceux qui sont sortis. Moi, j'étais sorti en ce moment-là conseiller municipal du Golfe 5, déjà. Il a pris son téléphone. Il a appelé Fabre. Il a appelé Adjamagbo. Il a appelé d'autres responsables. Et il a rappelé Agboyibo lui-même pour lui dire, ton poulain est avec moi, Chankissi est avec moi. Voilà ce qu'on a décidé de faire. Et que on va essayer de faire. C'est vrai que les scores que UNIR a fait étaient des scores très forts,
Mais on va essayer de rafler ce qu'on peut rafler. Qu'ils n'auront pas les 90%. Même 80%, ils n'auront pas. Et c'est comme ça qu'on a décidé et qu'on a fait les démarches. On se téléphonait souvent. Et on a fait les démarches jusqu'à pouvoir arracher le minimum de mairie qu'on a aujourd'hui au sein de l'opposition. Et il faut reconnaître que à aucun lieu où Agbeome a un conseiller municipal, il n'a pas utilisé pour le pouvoir. Tous ces conseillers municipaux ont aidé ou se sont fait aider pour devenir des maires ou aider à porter des maires de l'opposition. C'est-à-dire qu'on dit chez nous, là où la personne physique n'est pas là, son âme est là. Il y a même l'eau, mais c'est scellé. Donc à partir de ce moment-là, il faut dire les choses donné, se sont entendus sur ce qui a lieu de... Tout à fait. Et je vous dis que les conseillers municipaux, surtout les conseillers municipaux du CAR, parce que vous saviez, comme l'antagoniste qui avait eu un temps à Agbeome et à Goïbo, ne croyaient pas. Jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que les mairies soient faites et que la dernière mairie, le dernier lieu où on a été, c'était Yoto 3, que ce soit fait, les gens ne croyaient pas que M. Agbeome allait respecter sa parole. Mais il a respecté. Aucun de ces conseillers municipaux n'a servi à élire un maire de UNIR. Bien, merci Jean Kishi pour cet hommage, de ce témoignage que vous faites sur l'ancien Premier ministre Agbeome Kojo, décédé en mars dernier, inhumé la semaine dernière. Nous sommes toujours dans cet hommage. Mais son basculement dans l'opposition, dans certains esprits, on avait mis des doutes. On ne savait pas qu'il était sincère. Il y avait quelques réserves. Oui, c'est vrai qu'il y avait quelques réserves. Quand vous voyez le rôle qu'il a joué au sein du RPT. Parce qu'après la conférence nationale, et quand il était parti un peu en Europe, il était revenu, ils étaient devenus les décideurs. En tout cas, lui et Perret étaient devenus les grands décideurs au sein du RPT, qui étaient en avant. Donc, lorsque les événements se sont passés, naturellement, il y avait eu quelques doutes. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand il a fui donc, et qu'il est venu en Europe, il a eu un accueil chaleureux. Il a eu un accueil chaleureux. Les gens de l'opposition défilaient chez lui, que ce soit des délégations de l'Allemagne, des délégations de Bruxelles. Il a été très bien accueilli. Les gens défilaient chez lui. Nous-mêmes, on y était quelquefois pour avoir rendez-vous. On est obligé de prendre du temps parce qu'il y avait d'autres qui avaient rendez-vous, etc. Donc, il a été bien accueilli parce que, peut-être, je ne sais pas, de manière spontanée, les Togolais ont cru que tel que le régime était, si quelqu'un quitte le régime et vient vers nous, on doit l'accueillir plutôt que de le relâcher. Et je crois que cet instinct-là est un instinct positif que les Togolais avaient. C'est le même instinct qu'ils avaient manifesté lorsque Boudjona, le ministre Boudjona a eu des problèmes. Donc, et c'est le même instinct qu'on a manifesté à Bokor. Parce que nous, on fait partie, nous, M. Massémé, de ceux qui ont travaillé pour que M. Bokor vienne en Europe. On a fait partie du travail qui a fait que finalement, il a pu quitter Lomé et il est venu là-bas. Et tous, on était ensemble avec un certain nombre d'amis à participer, à réfléchir pour l'organisation de la grande conférence de l'entrée de M. Bokor à Paris lorsqu'il était venu. Donc, il y a au moins cet instinct positif-là que lorsque quelqu'un de géant arrive à quitter le pouvoir que nous combattons pour venir au sein de l'opposition, ils essayent de l'accueillir et de l'intégrer en notre sein. Et ça, normalement, c'est ça. Une lutte pour une opposition raisonnable, intelligente, doit chercher à décrocher des gens du pouvoir plutôt que à dire à tous ceux qui n'ont jamais fait le pouvoir, non, 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 il ne faut pas s'approcher de nous, etc. Je crois que c'est le travail que l'opposition a fait au Burkina Faso, avec les Roch Comporé, les Simon, et tout ça, pour que on puisse, Roch Christian Caboret et les Simon, pour qu'ils puissent réussir la lutte là-bas. Je crois que c'est très important. Certains m'ont pensé que serait l'anecdote, n'est-ce pas, pour l'alternance, en 2020 notamment. Oui, 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 oui. Moi j'ai dit, hein, mais en tout cas, son processus a été le plus avancé. Je ne sais pas si M. Agbeome est resté en vie jusqu'en 2025. Il ne serait pas revenu avec un zéro là. Au minimum, ce serait une transition. Au minimum, ça aurait été une transition
qui basculerait vers l'alternance. Parce que nous avons suivi, nous avons écouté. Nous avons aussi nos réseaux. Puisque moi-même, j'ai un certain nombre de réseaux au sein de l'Europe ou à l'international. Donc, nous avons aussi des échos du travail qu'ils faisaient. Ça ne serait pas revenu avec un zéro. Mais nous ne savons pas pourquoi Dieu a voulu ainsi que, voilà, en fait, les armes que nous avions pour le combat, que c'est les armes qui soient plutôt en train de tomber. Mais il ne faut pas désespérer. Oui, alors cet entêtement, vous l'avez dit, qu'un président me dit qu'il est un peu têtu. Il a réclamé cette victoire. Moi, je dis téméraire. Il est téméraire. Alors, alors cet entêtement qui a duré 4 ans, hein, oui. Alors, qu'est-ce que ça peut représenter? Non, c'est ça que j'appelle la foi du combattant. Okay. C'est-à-dire que il y a des gens, quand ils luttent, quand vous voyez l'obstacle qui est devant eux, l'obstacle est gros, maos. C'est-à-dire qu'en fait, tu as l'impression que c'est une fourmi devant un éléphant. Mais il dit qu'il va... Il ne le dit pas pour blaguer. Il ne dit pas pour fanfaronner. Il dit parce qu'il y croit, comme si il y a quelque chose de spirituel qui va faire que il va réussir. Et ça, c'est des gens qui sont en mesure d'aller au-devant des plus grandes épreuves. Voilà un peu la nature des gens. Vous savez, sur ce type de personnage, moi je dis, je suis dans la vie politique togolaise depuis ma tendre jeunesse, mais je ne peux pas m'égosiller d'avoir cette qualité-là. Sur ce type de qualité de la foi du combattant, j'ai vu ça chez Agboibor, j'ai vu ça chez Agbeome et j'ai vu ça chez Tipi. S'il doit être très spécifique, voilà les 3 personnages du Togo chez qui tu sens cette foi du combattant-là. Que c'est des hommes, mais ils ont l'impression qu'ils peuvent bouger des montagnes et ils y vont pour le bouger. C'est bizarre, mais c'est ça. C'est le genre de personnage. C'est ça. Oui, alors il a été inhumé samedi dernier dans son village natal, sans les hommages nationaux. Hein, oui. Comme ce fut le cas aussi de Monseigneur Podjoro. Oui, c'est dommage. C'est dommage. Et ça n'a pas de sens. C'est là où ce régime, on ne sait pas de quel régime il s'agit. Non, ça n'a aucune onde de sens. Pourquoi? Parce que Monseigneur Podjoro a été président de la conférence nationale. Ça veut dire que c'était une période où le peuple a transmis toute sa souveraineté à la conférence nationale, dont son président. Ça veut dire qu'en ce moment, il pouvait décider de tout. Tous les actes qu'il prenne, c'est les actes qui gouvernaient le pays. Il était en prêtre comme un chef d'État. Oui. Et puis après ça, il est devenu président du Haut Conseil de la République. Donc président du Parlement transitoire. Oui. Voilà. Monsieur Agbeome, laissons son poste de Premier ministre, parce que je veux parler de ce qui est légal. Monsieur Agbeome a été président de l'Assemblée nationale togolaise. Lorsque nous étions à l'Assemblée, il y avait une loi, non seulement un élu du peuple, il y a une loi portant obsèques officielles des anciens présidents de l'Assemblée nationale. La loi existe, je peux vous le chercher. La loi existe. Et quand nous sommes venus, nous on l'a même relu un peu. Et le gouvernement, les gens du gouvernement qui venaient, nous ont même fait comprendre que c'est bizarre qu'on ait fait une loi pour les obsèques des officiels, des anciens présidents, mais on n'en a pas fait pour les premiers ministres. Ça n'existe pas pour les premiers ministres. C'est ça. Mais ça existe pour les présidents de l'Assemblée. Alors, que vous le vouliez ou non, M. Agbeome Kodjo a été président de l'Assemblée nationale togolaise. Monseigneur Philippe Fanon Kokpodjro a été président du Parlement de transition représentant l'Assemblée. Vous les aimez ou vous ne les aimez pas, vous êtes obligés de respecter les lois en faisant pour eux des obsèques officielles. Il n'y a pas d'autres moyens, il n'y a pas d'autres arguments. Vous ne pouvez pas imaginer que demain, je prends juste un exemple à la volée, que demain, je ne sais pas qui, Monsieur Nathanaël Olympio, ou M. Binafam Kohan deviennent président de la République. On grandit. Et puis, un ancien président de la République, le seul qui est là, il est ancien président, et qu'il décède, et que l'autre va dire qu'il ne va pas lui faire des obsèques. Ce n'est pas possible. Parce que vous avez été opposant, lui il a été au pouvoir, ou parce que vous êtes au pouvoir, lui il est opposant. Ce n'est pas possible. S'il n'y a pas une loi, vous pouvez vous cacher derrière. Donc c'est pour ça, les différentes cérémonies qui ont été faites aux anciens premiers ministres, Edem Kodjo et Yaovi Agboibor,
on ne sait pas comment ça va se passer pour celui qui est sur le lit actuellement. Le DG de l'IDH. Clousset. Voilà, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais eux, ils ont été premiers ministres. Le pouvoir fera ce qu'il voudra, parce qu'il n'y a pas encore de loi. Mais à partir du moment où il y a une loi portant cérémonie officielle des anciens présidents de l'Assemblée nationale, ce qu'ils ont fait d'ailleurs au président Nkwete. Oui. Quand le président Nkwete était décédé la dernière fois, l'Assemblée lui a rendu hommage. Il y a une loi portant hommage à ces personnalités, officielles à ces personnalités-là. On est obligé. On ne peut pas sélectionner. Parce que j'aime celui-là, parce que je n'aime pas celui-là. Ce n'est pas toi. C'est l'État, c'est la loi. Tu es obligé de respecter et d'exécuter la loi. Sinon, tu n'es pas dans l'État. Le fait même peut-être de ne pas respecter la loi, en fait, tu peux être passible de justice. Parce que c'est une violation de la loi. C'est dommage ce qui a été fait, malheureusement. C'est ça. Ouais. Bien, dernier mot justement sur Agbeoumé, c'est dommage que nous le faisons avant le deuxième volet d'entretien. Que dit finalement de l'homme, hein? Vous l'avez décrit, vous avez parlé qu'il a une foi de combattant, convaincu, téméraire dans ses actions. Alors, si on vous demandait est-ce que c'est un grand homme politique, que diriez-vous? Je connais la réponse. Non, je crois que sa grandeur vient du fait qu'il a pu se faire racheter. C'est-à-dire qu'il a pu, dans le summum du spirituel de la considération, se faire racheter. Parce que du côté où il a été du pouvoir, et de l'aura populaire qu'il bénéficie au sein aujourd'hui de la classe de l'opposition, au sein des forces vives, et de la confiance de Monseigneur Podjolo, sur tout ça, c'est-à-dire que sur tous les volets, il a pu se racheter. Parce que le plus grand évêque émérite, lutteur, combattant que nous avons eu en notre sein, nous-mêmes, au sein de l'opposition, les forces vives, il est arrivé un moment où on l'a accepté en notre sein, on l'a supporté et on a dit que c'est lui qui a gagné et qu'on va avec lui et qu'on l'accompagne à la victoire. Mais je crois que ça, c'est un tour qu'il a bien réussi. Ça n'arrive pas, ça arrive très rarement. Je ne sais même pas combien c'est arrivé. Et il a réussi ça aussi. C'est ça. Un homme de pouvoir qui se convertit et qui se tourne carrément du côté de l'opposition. Du côté de l'opposition. Et de l'autre côté aussi, on ne lui a pas pardonné. Hein? Ah, mais naturellement, nous comprenons qu'on ne puisse pas lui pardonner. Mais ça ne les exonère pas du fait de respecter les lois en faisant les hommages officiels tels que prescrits par la loi. D'accord. Merci. Deuxième volet de notre discussion, nous allons parler de cette constitution qui continue toujours de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Vous vous êtes constitué en un front, au titre très évocateur, touche pas à ma constitution. Vous êtes toujours vent debout contre cette nouvelle réforme qui a battu notre pays dans la Ve République. Concrètement, qu'est-ce que vous reprochez à cette nouvelle loi fondamentale? Oui, vous avez bien posé la question. La question est la bienvenue. Et ça nous permet de répondre d'un coup. Ce qui a été fait est un renversement de république. C'est un renversement de régime. C'est un coup d'État constitutionnel. Voilà ce que nous reprochons. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller dans des détails qui ne valent pas la peine. Ce qui a été fait est un renversement de régime. C'est un renversement de république. C'est un coup d'État constitutionnel. Voilà ce que nous reprenons. Donc, tout comme la CEDEAO reproche au Niger et menace le Niger, la CEDEAO doit reprocher au Togo d'avoir fait un coup d'État et doit les condamner, doit prendre ses sanctions. Parce que il n'y a pas des coups d'État qui sont bons et des coups d'État qui ne sont pas bons, si on doit considérer les choses comme ça. Voilà simplement ce qui s'est passé et ce que nous reprochons. Et ça fait plusieurs mois maintenant que la loi a été adoptée, adoptée. Alors, où est-ce que nous en sommes concrètement? Et on est déjà là dans la Ve République ou bien nous sommes en transition? Peut-être que vous me direz que ce n'est pas à vous de poser... En tout cas, pour nous, il n'y a pas encore de Ve République. Nous ne l'acceptons pas. Eux-mêmes, ils se comportent comme s'ils sont à cheval entre une 4e et une 5e République. Pour le moment... C'est en février 2025. Oui, d'accord. D'accord. Mais il y a trop d'anomalies dans ce qui se passe au Togo. En tout cas, le Togo est dirigé comme un poulailler. Non, le Togo est dirigé. Non, ces gens nous dirigent comme un poulailler. Soyons sérieux. Non, parce que ce qui se passe est grave. Est dirigé comme un poulailler. Demandez-moi pourquoi, je vous donnerai les raisons. Oui, allez-y, justifiez-vous. Alors, vous savez, le principe le plus élevé de la mise en place des institutions
le principe le plus élevé en droit, c'est que la loi est d'application immédiate. Oui. Ça, il n'y a pas autre chose. C'est le principe le plus élevé qui coiffe tous les autres principes. C'est que la loi est d'application immédiate. Ça veut dire que, à partir du moment où leur constitution est votée, sur le principe, lorsque les éléments nécessaires à la mise en place d'une institution sont prêts, on est obligé de mettre en place la constitution. Ça veut dire que ce qu'eux-mêmes ils appellent le président du conseil, ils disent que c'est lorsque le Sénat serait assis et que l'Assemblée nationale serait assise que le président du conseil. Ils nous disent aujourd'hui qu'ils ont le temps jusqu'en mai pour faire la transition. La loi ne dit pas ça. Si la loi est d'application immédiate, à partir du moment où on met le Sénat en place, c'est fini. Parce qu'on a dit d'ici 12 mois. Mais c'est pour ça que lorsqu'on est sorti des élections régionales, vous l'aurez appris qu'on a demandé rapidement, un mercredi, de convoquer les conseillers régionaux. Parce qu'on voulait aller rapidement au sénatorial et avoir les sénateurs. Nous-mêmes, en tant que conseillers municipaux, on nous a envoyé des fiches pour que nous remplissions rapidement, pour que nous devenions des électeurs. Parce que c'est les conseillers régionaux et les conseillers municipaux qui constituent le corps électoral des sénateurs. Et puis, ça s'est estompé. Et entre-temps, nous avons compris, on entendait des rumeurs que non, en fait, que c'est dans 12 mois. La loi ne dit pas que c'est dans 12 mois. Lorsque une structure est prête, vous mettez son truc en place. Lorsqu'une structure est prête, il y a un mandat présidentiel qui est en cours. Oui, mais la loi est d'application immédiate. C'est là même que le rôle joue. Ça veut dire que quand même un mandat est en cours et que vous-même vous prenez des dispositions constitutionnelles, le jour où les dispositions constitutionnelles sont promulguées, ça met fin. Et puis ça met en place les nouvelles institutions. Sans transition? Non, mais même dans la transition. Oui. C'est-à-dire que ce que je suis en train de dire, c'est que la loi dit que à partir du moment où les institutions qui doivent mettre en place, les autres institutions sont prêtes, elles doivent se mettre en place. C'est pourquoi je vous donne l'exemple du président du Conseil. Le président du Conseil, il est dit que lorsque le Sénat est prêt et que l'Assemblée nationale est prête, le président du Conseil doit être élu et le président de la République doit être élu. Ça veut dire que dans la formule de l'application immédiate de la loi, si par exemple, en août, le Sénat est mis en place, le président, là, son mandat s'arrête en même temps, ça veut dire que le président du Conseil doit venir en même temps. C'est ça l'application immédiate de la loi. La loi ne dit pas on te laisse aller jusqu'à la fin, la loi dit qu'elle est d'application immédiate. C'est pour ça que dans les dispositions transitaires, ils ont dit au plus tard 12 mois. Ça veut dire que certains vont venir, d'autres vont venir, d'autres vont venir, d'autres vont venir, et tout doit finir en 12 mois. Mais ça ne veut pas dire que c'est au 12e mois que ça a été collé à son mandat actuel. Voilà un peu ce que je dis, que c'est dirigé comme un poulailler, parce qu'on a l'impression tout est fait pour un homme. Tout est fait pour satisfaire le destin d'un homme qui a envie de rester à vie au pouvoir. Vous aurez vu que dans leur fameuse constitution, ils ont rassemblé les prérogatives du président de la République dans la constitution actuelle et les prérogatives du Premier ministre qu'ils ont tous collés pour faire maintenant la prérogative du président du Conseil des ministres. Ça veut dire que le président de la République, qu'eux-mêmes ils disent, n'est que inaugurateur de chrysanthème. Inaugurateur de chrysanthème pur, ce n'est même pas lui qui nomme même les ambassadeurs. Ce n'est même pas lui, et c'est ça le mal. Ce n'est même pas lui qui nomme le Premier ministre. Parce que là où ils ont mis en place des régimes parlementaires, comme en Israël, etc., généralement, c'est le président de la République, il est inaugurateur de chrysanthème, mais son rôle, c'est au moins de signer le décret de nomination du Premier ministre. Le rôle du roi en Belgique, c'est de signer le décret de nomination du Premier ministre. Voilà. Et dans d'autres républiques, il envoie le nom du Premier ministre et le Premier ministre va devant l'Assemblée et l'Assemblée le lit, Premier ministre ou chancelier. Et c'est comme ça qu'il devient l'émanation du Parlement. C'est parce que le gouvernement est l'émanation du Parlement qu'on appelle régime parlementaire. Ce n'est pas parce qu'un Parlement est élu. On l'appelle régime parlementaire parce que le pouvoir est l'émanation de l'Assemblée, l'émanation du Parlement. Pas seulement de l'Assemblée nationale. Dans certains pays de l'Assemblée nationale, dans certains pays des deux chambres réunies. Donc, le pouvoir est l'émanation du Parlement. C'est pour ça qu'on l'appelle régime parlementaire. C'est pour ça que j'ai été courroucé la dernière fois d'entendre des gens de l'opposition dire qu'ils soutiennent le régime parlementaire et dire que... Il y a un qui allait jusqu'à dire que Silvio Berlusconi, lorsqu'il était nommé président du Conseil italien, n'était pas député. Silvio Berlusconi, chaque fois
qu'il a été président du Conseil, il a conduit la liste de son parti aux élections. Et il est passé devant l'Assemblée pour devenir président du Conseil. Donc, voilà, ce qu'on a au Togo, c'est un monstre politique. Ça n'a pas de sens. Je vous dis, vous prenez ce texte-là, allez prendre les textes de tous les autres régimes constitutionnels assez connus dans le monde. Prenez celui de l'Angleterre, prenez celui de l'Allemagne, prenez celui du Conseil de l'Assemblée nationale et du Parlement italien, prenez celui du Japon. Vous ne verrez nulle part les dispositions qui sont mises où on dit il suffit qu'une assemblée soit élue et que les membres d'un parti qui savent que c'est eux qui ont gagné écrivent au président de l'Assemblée nationale pour dire voilà celui qui est président. Ça devient un parti-État. Alors comment un parti-État peut être un régime parlementaire? Donc c'est pour ça que au moins je profite de votre antenne pour dire que les gens arrêtent quoi. C'est-à-dire les faux opposants. Il faut arrêter. Il faut arrêter de faire croire aux Togolais. C'est un autre débat, ça. Hein, non, non. C'est dans ça que nous sommes. Oui. C'est dans ça parce que les gens, ils sont reçus sur les radios et ils trompent le peuple. Il faut arrêter de faire croire aux Togolais que c'est une question de est-ce que le peuple veut un régime parlementaire ou pas, est-ce que le régime parlementaire est bon ou pas. La question n'est pas là. La question, c'est qu'on a fait un putsch constitutionnel et que nous demandons que ce putsch s'en aille et qu'on retourne à l'ordre constitutionnel. Tout comme on a demandé au président du Niger de revenir à l'ordre constitutionnel, c'est comme ça que nous considérons qu'on doit demander au régime togolais de revenir à l'ordre constitutionnel. C'est de là que prend l'essor notre force de touche pas à ma constitution. C'est ça. Voilà. Et de quel moyen disposez-vous pour faire entendre raison le régime? Parce qu'on a comme impression que, comme on dit, le chien aboie la caravane passe, puisque rien n'est fait depuis que l'on crie sur cette constitution. Non, vous avez raison. Ce qui a de sens, c'est que nous n'avons de moyens de lutte que ce que nous avons utilisé jusqu'à présent. On n'a pas d'autres moyens de lutte. On est des partis politiques. On ne va pas nous demander, comme un ministre nous l'a demandé déjà dans ce pays, si vous aussi vous voulez prendre le pouvoir, allez prendre des armes pour venir le prendre. Non, non, on ne va pas nous demander ça. On est des partis politiques, on est des organisations légalement constituées, des organisations existantes de manière naturelle et normale. Donc les moyens que nous avons, c'est ceux que nous avons. Mais ceux qui nous posent la question de savoir le chien aboie, la caravane passe, ou quels sont les moyens que vous avez, je leur réponds qu'en 2017, c'était la même chose. En 2017, c'était la même chose. Les gens étaient fatigués. Les gens n'écoutaient plus l'opposition. Les gens étaient déçus de l'opposition. Et quand on appelle les manifestations, personne ne venait. C'est l'ANC qui prenait le leadership en ce moment. Quel que soit le groupe de partis qui appelait, les gens ne venaient pas. Et d'un coup, le phénomène Tikpi est apparu. Donc, et c'est ça qui me fait dire qu'en cette période précise, je ne comprends pas le pouvoir. Parce que s'il sait lire l'histoire, il va savoir que le feu couvre et c'est proche d'exploser. Parce que quand les peuples sont dans cette situation-là, au moment où personne ne dit plus rien, vous avez l'impression que c'est acquis. Nous avons mis la main sur eux. Personne ne bronche plus. Personne ne peut rien faire. Rien ne peut plus nous gêner. C'est en ce moment précis que ça explose. Parce que c'est comme s'il y a toujours un temps avant la tempête, quoi. C'est comme s'il y a toujours un calme plat avant la tempête. Et c'est ce calme plat qui existe en ce moment-là. Et s'ils savent lire l'histoire, c'est le moment précis où il faut faire quelque chose. C'est le moment précis où il faut approcher l'opposition et lui demander qu'est-ce qu'on fait. C'est le moment précis où il faut rentrer en discussion avec les forces vives pour dire nous savons que ce qui se passe est anormal. Tout le monde est mal à l'aise. Nous aussi du pouvoir, on fait quoi? Mais s'ils ne comprennent pas... Vous croyez toujours à un dialogue entre l'opposition et le pouvoir? Ce n'est pas une question de dialogue nécessairement. Moi, je considère que dans une république, on doit toujours discuter. Mais je considère que les Togolais aussi, du Togo jusque dans la diaspora, sont fatigués de ce mot dialogue, compte tenu de la façon dont nous avons utilisé les 26 ou 27 dialogues que nous avons connus dans ce pays. L'espoir le plus élevé pour les gens a été la PG. Oui. J'entends parler souvent une dame qui s'appelle Madame Essi, qui intervient souvent dans les médias. Chaque jour qu'elle doit intervenir dans les médias, elle dit, mais tout est dans l'APG, non? Est-ce que vous avez fini d'appliquer l'APG?
appliquer la PG et puis on va être dans une république normale et le problème du Togo doit être réglé. Donc, tout a été fait. Quand vous évoquez le mot dialogue devant les Togolais aujourd'hui, ils sont gênés. À la limite, ça les révolte. Et c'est ça aussi qui est mauvais. Quand on arrive à un moment où les peuples sont révoltés, quand on utilise le mot dialogue, il faut savoir que le moment est grave. Et c'est pour ça que je dis qu'en tout état de cause, il faut enclencher des discussions. Quelque part, je ne sais pas par où, mais le pouvoir est le premier à devoir en prendre conscience. En commençant par au sein de l'opposition, est-ce que, parce qu'on entend dire des choses sont en train de se construire dans vos rangs, parce que on a la question de l'union ou de l'unité de l'opposition. Non, non, ça on est en train de faire du travail. On est en train de faire du travail et aujourd'hui, il y a disons, des groupes qui se forment par affinité dans l'opposition. Je considère qu'il y a un travail qui se fait. Et ce travail va se faire pour que la plupart des gens de l'opposition restent fidèles et loyaux à la lutte. Parce qu'il y a ça aussi. Le principe, c'est que cette fois-ci, on ne va pas prendre tout le monde. On ne va pas prendre du foutu et le mettre ensemble. Et un jour, lorsque des gens vont avoir des accointances dans le pouvoir, ils vont commencer par démissionner. La communauté internationale va dire, oh, ils ne sont pas sérieux. Ils ont déjà commencé par éclater. Non, non. Je crois que maintenant, il faut être minutieux sur ce que nous faisons. Il faut être prudent. En tout cas, moi, je suis très prudent dans toute organisation à laquelle je participe aujourd'hui. Il faut être très prudent. Il faut savoir sélectionner. Tout le monde peut venir faire. Mais ce n'est pas à tout le monde que nous devons partager toutes les instances et on va voir que parmi nous, il y a des gens qui ont des accointances avec le pouvoir. Tout ce que vous faites, les gens vont le négocier là-bas, etc. Mais il y a un travail qui se fait pour qu'il n'y ait qu'un seul bloc évident de l'opposition. Je ne sais pas, hein, il peut arriver que certains refusent de rejoindre le bloc et qu'il y ait de petits blocs marginaux ou bien de petits regroupements marginaux qui se créent. Mais nous travaillons à ce qu'il y ait une unité centrale de l'opposition qui puisse faire face à la liste et j'espère qu'on va y arriver. Une opposition plus politique ou bien du côté de la société civile parce que, non, tout se passe aujourd'hui de manière naturelle comme un mouvement citoyen. Tout le monde réuni. Parce que je constate que tous les regroupements qui sont en train de naître, à chaque niveau, regroupent des partis politiques et des organisations de la société civile. Quand vous prenez au niveau de l'urgence républicaine qui rassemble la DMK et un certain nombre d'autres organisations, vous voyez que c'est un groupement et d'associations et de partis politiques. Quand vous prenez le front autour de Togo Debout et de Novation Internationale, vous constatez qu'il y a un certain nombre de partis politiques et d'organisations de la société civile. Quand vous prenez le Front Touche pas à ma Constitution, il y a des partis politiques, il y a même des regroupements déjà comme la DMP et il y a des organisations de la société civile. Donc j'ai l'impression que de manière spontanée et naturelle, tout ce qui naît est constitué déjà en mouvement citoyen. Donc il s'agit de mettre ces mouvements citoyens ensemble, quitte à voir si au sein de ces mouvements citoyens-là, on doit laisser une marge aux partis politiques de se retrouver de temps en temps parce que leur mission va au-delà de ce que nous réclamons. Quand nous réclamons qu'on arrête le putsch et qu'on retourne à l'ordre constitutionnel et qu'on discute pour faire autre chose, mais si ça c'est fait et que demain on a une république normale, les partis politiques doivent concourir à la conquête du pouvoir. À partir de ce moment, ceux qui ont le devoir de concourir à la conquête du pouvoir et ceux qui, dans leur constitution, n'ont pas le droit de concourir à la gestion du pouvoir, on ne peut pas empêcher ceux-ci de pouvoir se retrouver en leur sein. Donc je crois qu'il faudra laisser une marge aux partis politiques, au sein de ces mouvements citoyens, de se retrouver et de réfléchir sur l'avenir. Parce que ce qu'on nous reproche souvent, et qu'on nous a reproché au décès de Gnassingbé Eyadema, du président Gnassingbé Eyadema, c'est le défaut d'anticipation de l'opposition. Plusieurs, même à l'international, le leur ont reproché. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on fait quelque chose, il faut anticiper sur l'avenir et savoir qu'un événement n'arrive pas, et puis c'est là où on commence par chercher comment nous allons gérer, quel est notre avis là-dessus, quel est l'objectif, quelle est la trajectoire. Non, je crois que ça là, a déçu les Togolais à plusieurs reprises. Il faut dépasser ça, il faut changer totalement de paradigme. Et nous y travaillons.
C'est ça. Alors, votre front était remonté contre le communiqué de la CEDEAO au soir de leur sommet. Qu'est-ce qui vous choque dans ce communiqué? Il y a deux choses qui nous ont choqués essentiellement. La première, c'est que la CEDEAO félicite le gouvernement pour la bonne organisation de cette parodie d'élection. Mais nous, on était aux élections, j'y étais, plusieurs membres du front y étaient, et on a vu ce qui s'est passé. Et tous les Togolais sont en mesure d'en parler. C'est quand même dommage. Si on dit souvent que si ce que vous voulez dire n'est pas mieux que le silence, alors taisez-vous. Oui, la CEDEAO a manqué une occasion de se taire. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est que la CEDEAO dit prendre note de l'adoption d'une nouvelle constitution. Mais alors, la CEDEAO ne peut pas se permettre de prendre note, puisque la constitution a été adoptée au moment où il restait quelques jours pour aller aux élections, au moment où le corps électoral a été déjà convoqué, au moment où, sur la base de l'ancienne loi, nous allons déjà aux élections. Alors que les tests, le protocole additionnel de la CEDEAO dit qu'on ne peut pas changer les lois dans les 6 mois qui précèdent les élections, sauf s'il y a un consensus national total sur ce qu'il faut changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il peut arriver que l'exemple palpable s'est posé au Togo. Il peut arriver que le code électoral togolais ne soit pas adapté à ce qu'on couple les élections régionales et les législatives. Voilà. Mais il se fait que nous avons tous accepté, pour le bien du pays et pour sauver le pays, qu'il faut coupler les élections pour faire 20, 30 milliards d'économies au pays. C'est bon pour tout le monde. Même si nous voulons prendre, nous avons besoin de cet argent. Ceux qui sont là aussi ont besoin de cet argent. Alors, si vous êtes d'accord, quelles sont les modifications qu'on peut faire au code électoral pour qu'on puisse coupler les législatives et les régionales? Si on s'entend dessus, on peut le faire, même dans les 6 mois précédant les élections. Voilà, c'est le sens du protocole additionnel de la CEDEAO. Mais quand on foule de pied le protocole additionnel de la CEDEAO et on va faire un putsch constitutionnel et la CEDEAO dit qu'elle prend note, ça veut dire que la CEDEAO ne sait même pas faire respecter ses textes à partir du moment où c'est l'un des chefs d'État dictatoriaux qui sont dans ses rangs. Et c'est pour ça que les gens appellent la CEDEAO le syndicat des chefs d'État. Y a-t-il pas un risque que vous courez en mettant à dos l'organisation communautaire? Mais elle ne nous a jamais aidés. Elle ne nous a jamais aidés. Elle a toujours essayé de nous plomber. Alors quel risque nous devons avoir? Quelqu'un qui ne t'a jamais aidé, qui a toujours essayé de t'enfoncer. Quand il te met le pied sur la tête, tu vas refuser au moins de crier. Il faut au moins crier que quelqu'un d'autre vienne te sauver, plutôt de rester là à dire « Ah, si je crie, il va appuyer encore plus, donc je ne crie pas. » Qu'est-ce qu'on peut attendre de la CEDEAO? De toutes les façons, c'est leur responsabilité. C'est eux qui ont menacé les gens, non, d'aller les attaquer parce qu'ils ont fait un putsch. Alors quand on fait un putsch ailleurs aussi, il faut aller... Aucun coup d'État n'est bon. Le coup d'État électoral n'est pas bon. Le coup d'État militaire n'est pas bon. Le coup d'État constitutionnel est encore le pire. La preuve. La preuve. Bassirou Diomaye Faye, lorsqu'on lui a confié la mission d'aller voir les autres États de l'AES pour essayer de les ramener, il a accepté à une condition, en posant la condition qu'il ne faut pas modifier la Constitution pour demeurer au pouvoir. Que tout le problème qui se pose là, se pose parce que des gens modifient la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. L'exemple palpable, ou l'expérience palpable où on veut commencer, c'est encore le Togo. Ceux qui ont fait ça au Togo, on a déjà appris que ces diplomates en col blanc, ils sont déjà en route pour essayer de le faire dans un autre pays aussi. Qu'est-ce qu'on en appelle avec la CEDEAO? Alors, quel serait votre schéma de sortie de crise? Finalement, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour sortir de ces situations dans lesquelles le pays se trouve Non, nous, c'est clair. Nous, le touche pas à ma constitution veut dire que nous n'acceptons pas et que nous n'accepterons en aucun cas ce coup d'État constitutionnel. Qu'il faut revenir à l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel, c'est la constitution de 92. Maintenant, si on revient à l'ordre constitutionnel et que la constitution de 92 n'est pas bonne pour nous tous, alors il faut reprendre le processus de changement de la constitution tel que ça se passe. Soit avoir une constituante et cette constituante procède, ou bien s'entendre au niveau national, mettre en place une commission constitutionnelle, la commission constitutionnelle fait des propositions, les met dans le public, le peuple participe au débat, on rassemble la synthèse des débats, et de la synthèse des débats, on pond une constitution
on prend la Constitution et puis un projet de Constitution. Oui. Ce projet de Constitution va au référendum et il est adopté par le peuple. De toutes les façons, nous n'accepterons une république, une nouvelle république, que lorsqu'il est adopté par le peuple. Parce qu'il ne peut pas y avoir de nouvelle république qui ne soit adoptée par le peuple. Le constituant originel, c'est le peuple. Vous ne pouvez pas changer de république. Le Togo ne peut pas devenir une nouvelle république sans que le peuple ne se prononce. Comment vous allez le faire? Tel qu'ils l'ont fait là? Non. Non. Bien, merci, M. Jean Kissier, ancien député, et donc membre du Front Touche pas à ma Constitution. Vous étiez sur ce plateau pour parler de deux sujets majeurs. Hommage à Agbeome Kodjo, ancien Premier ministre inhumé le samedi dernier, et ensuite de l'actualité, justement de cette nouvelle Constitution, et contre laquelle vous êtes vent debout dans votre front. Que dire en fin de cet entretien? Non, mais ce que j'ai à dire, c'est un appel. C'est un appel pour dire aux Togolais de rester mobilisés. Ce n'est plus l'affaire de Kodjo, celui-ci est devant, celui-ci n'est pas devant, etc. C'est pour ça que même au niveau de Touche pas à ma Constitution, nous n'avons pas voulu avoir de structure formelle, de dire que c'est celui-ci qui est leader, c'est lui que nous voulons porter ici, c'est lui qui nous... Non. C'est-à-dire que c'est tout le peuple togolais qui est concerné. C'est la base. Et nous disons que les gens doivent être mobilisés. Et de répondre au moment où on les appellera. Parce qu'il ne doit plus y avoir d'hésitation. Ce qui nous arrive est encore trop fort. C'est trop grave pour qu'on soit obligé d'aller convaincre encore des gens avant qu'ils ne puissent se mobiliser pour défendre leur République. Moi, tout ce que je dis des Togolais, c'est que là où on est arrivé là, les yeux fermés, lorsqu'on vous appelle, vous devez vous mobiliser pour qu'on puisse, dans la paix, essayer de faire changer le régime là et de faire changer les choses. Voilà. Merci beaucoup, merci pour ce temps passé en studio. Je vous ai pris rapidement à la volée pour effectivement ces hommages et puis ce sujet. Vous avez répondu spontanément à notre invitation. Merci beaucoup pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. On est toujours content quand il est question de venir expliquer au peuple, parler, lui présenter les choses telles que nous les voyons, lui relever les anomalies qu'il y a dans la vie nationale et les dangers qui guettent notre République. C'est toujours un honneur. Dans l'espoir de mieux être, n'est-ce pas, pour le pays. Tout à fait. Voilà. Amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de Rencontre-Échange. Jean Kissier était mon invité. Merci à vous. Je vous retrouve samedi prochain pour de nouveaux sujets de débat. Au revoir et à très bientôt. Merci.